Qui est le GOAT? Cette question, on l'entend partout. Ronaldo, Messi, LeBron ou Curry, dans chaque domaine, il y a quelques éléments qui se battent pour ce titre honorifique. Mais il est presque impossible de le recevoir dans deux sports complètement différents. Et je dis bien presque, parce que notre sujet du jour l'a fait au plus haut niveau, tant au football américain qu'au baseball. Donc laissez-moi vous raconter la vie du plus grand athlète de tous les temps, j'ai nommé Bo Jackson. Vincent Edward Jackson, de son vrai nom, est né le 30 novembre 1962 à Bessemer en Alabama. Il est le 8e enfant d'une fratrie de 10. Lors de son enfance, il ramène souvent des problèmes chez lui, ce qui lui a valu le surnom de Wild Bull Hog, ce qui veut dire sanglier sauvage, et c'est d'où vient ce fameux surnom de Bo. Pendant son adolescence, il touche à tous les sports possibles dans son high school Mike Andori. Il fait bien sûr du football et du baseball, mais aussi du décathlon qui, je rappelle, est la combinaison de 10 sports différents. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est extrêmement bon dans les 3 sports. Lors de sa dernière année au secondaire, lycée pour mes Français, il explose tout. Au football, il occupe le poste de running back et il court pour 1175 yards lors de la saison 81. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec le football américain, le terrain mesure 100 yards, donc c'est comme s'il avait couru 11,7 fois le terrain dans un sport où tu n'as pas souvent la balle. C'est assez impressionnant. Au baseball, il marque 20 home runs en 25 matchs et là, honnêtement, je ne pourrais pas vous dire si c'est bien ou mauvais car je n'y connais rien au baseball. Et pour l'athlétisme, il explose tout. Il va 2 fois au championnat de son état et bat 2 records dans 2 disciplines différentes, en saut en hauteur et au triple saut. Il était tellement fort que lors de ces 2 championnats d'état, il n'a même pas participé à l'épreuve du 1500 mètres car il avait tellement de points d'avance sur ses adversaires qu'il était déjà assuré de gagner. Bien évidemment, après toutes ces performances, de nombreuses universités lui font des offres pour rejoindre leur équipe. Parmi ces offres, il y a l'université d'Alabama, Auburn, Floride, de Georgia et de l'Oklahoma. Je sais que pour la plupart des gens qui écoutent cette vidéo, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est une dinguerie de jeu pour ces équipes, donc regardez cet extrait. Yeah. You gotta turn me up in the headphones some more, a little bit more. It's a team. Turn me up, Cruz. We back in the building, man. So many motherfucking hundreds, you gotta make it part 2. I'm not in competition with my homies and women in competition in the boat. I knew my opposition never knew me, they wouldn't be opposition if they know me. I made a proposition to my hitters, I told them to knock down if you owe me. I did the slide round, hit the building, we moving. Got pounds in the 40, them niggas got knocked down. We was holding my homie out now, so we on. I was like 16, deep in the field like here's March trying to get to that right side and catches a single. He can hit the hole. We keeping it real, niggas not. And my homie is savage, I put in the cash. Took a shot at the end of this play. You ain't rich, nigga, your stash can pay my drug bill. Pussy. Nigga, this expensive pain, pulling expensive rain. En parallèle, il s'est aussi inscrit à la 17e draft de la MLB, la ligue professionnelle de baseball en Amérique du Nord, où il se fait choisir au 2e tour et 50e au total par les Yankees de New York. Mais il se ravisera et préférera aller jouer à l'université car il avait promis à sa mère d'y aller et d'être le premier à sa famille d'aller dans une grande université. Mais ne vous en faites pas, on va reparler de baseball plus tard dans la vidéo. J'avais dit qu'il avait eu plusieurs offres de très bons programmes, donc lequel il va choisir. Son choix numéro 1 est Alabama, l'une des meilleures équipes du pays historiquement et actuellement, mais il y a un hic. Le head coach lui garantit pas du temps de jeu pour sa première année et quand on est un compétiteur comme Bo, c'est impensable de passer une année entière sur le banc. Et c'est là où Pat Bayer rentre en jeu. C'est l'entraîneur-chef de l'université de Auburn qui est moins prestigieuse footballistiquement que Alabama, mais qui reste un très bon programme de foot et qui est dans la même conférence. Il lui propose de jouer dès sa première année, donc le choix est vite fait. Lors de cette année, il courut pour 829 yards et 9 touchdowns. Ils finissent avec un bilan positif de 9 victoires pour 3 défaites. Et 2 titres majeurs, le Tangerine Bowl et le Iron Bowl qui se discutent chaque année entre ces deux équipes. Les Tigers ne l'ont pas gagné depuis 1972, soit 9 ans consécutifs. Donc là, il reste seulement un quart, soit 15 minutes au match et ils perdent 22-14. C'est largement rattrapable. Pour les gens qui ne se connaissent pas, les Tigers viennent de marquer un field goal qui leur donne 3 points. Les équipes font généralement ça quand elles sont à leur 4e essai et qui sont pleins pour essayer d'en avoir un nouveau et assez proche des poteaux jaunes. Bo ramène son équipe à 1 yard de la end zone. La solution logique est de passer entre les joueurs de ligne offensive, mais pas quand on a Bo Jackson. L'année d'après, il courra pour 1213 yards avec un bilan de 11-1 et gagnera le Liberty Bowl.
L'année suivante, il va malheureusement se blesser. Donc au lieu de graduer cette année, il va faire une 4e année. Et cette année, il va tout casser sur son passage. Il va courir pour 1786 verges et c'est ce qui lui permettra de dérocher le Heisman Trophy qui récompense le meilleur joueur universitaire de tout le pays. Après de telles performances, la suite logique est bien sûr la NFL. Mais avant ça, je vous avais dit qu'il faisait du baseball et du décathlon et ce n'est pas pour autant qu'il va arrêter. Au baseball, je peux encore pas vous dire si c'est bon ou pas ce qu'il a fait, mais lors de sa dernière année universitaire entre la saison de football et de baseball, la franchise de NFL Buccaneers de Tampa Bay l'invite pour une visite médicale en vue de la prochaine draft qui se déroulera dans un mois, en lui disant que la NCAA, l'organisation qui gère le sport universitaire américain, a accepté et que tout est en règle. Or que pas du tout, les règles sont claires, un joueur universitaire n'a pas le droit d'être professionnel, ce qui lui fait manquer sa dernière saison de baseball universitaire. Selon lui, la franchise a voulu gâcher sa carrière de baseball pour qu'il se concentre plus sur le football et il jura de ne jamais mettre les pieds dans cette équipe. Et pour finir avec l'université, au décathlon, il ne fera pas aussi bien que les deux autres sports, mais il se qualifiera 2 fois au final national du 100 mètres et envisagera même une carrière professionnelle, mais puisque ça rapporte pas autant que la NFL ou la MLB, il laissera vite tomber. C'est donc le temps de la draft 1986, on va commencer avec celle de la NFL où il se fait choisir au premier tour par les Buccaneers, encore eux. Bien évidemment, il refuse de jouer pour eux et décide de mettre en parenthèse sa carrière de footballeur le temps de 1 an pour attendre la draft 1987. Entre temps, il se fait drafté chez les Royals Kansas City au 4e tour avec un contrat de $1 million sur 3 ans, comparé aux Buccaneers qui lui proposent un contrat de $7 millions en 5 ans. On peut dire que c'est un homme de parole. Mais il ne fera pas tout de suite ses débuts avec les Royals, car au baseball, on a ce qu'on appelle les ligues mineures qui servent à développer les jeunes talents avant de les mettre dans la cour des grands. Il jouera 53 matchs pour les Memphis Chiefs avant de se faire rappeler le 2 septembre de cette même année contre Chicago White Sox, et il fera une plutôt bonne fin de saison, mais sans plus. Ce qui nous mène à la draft NFL 1987, et s'est inscrit sans réellement y croire. Carrément, lors de la cérémonie, il s'endort et découvre à son réveil qu'il a été drafté au 7e tour par les Los Angeles Riders. Mais il déclara qu'il préférait se concentrer sur le baseball et qu'il ne signera pas chez eux, sauf qu'il apprend que le propriétaire était un immense fan de lui et qu'il acceptait qu'il fasse du baseball en même temps. Vous vous demandez sûrement comment il va faire alors que les deux saisons se chevauchent. Il va d'abord faire une saison complète avec les Royals qui se termine vers novembre et ensuite il va aller chez les Riders, donc il manquait seulement 7 matchs lors de la saison régulière et en jouait 11, sans bien évidemment compter les playoffs. En 87, Kansas City est tout proche de décrocher un billet aux playoffs, mais ils finissent 2e avec une différence de 2 victoires contre les Cardinals, quant à eux qui finiront champions. En NFL, la saison est beaucoup moins positive, ils finiront 4e de leur division avec un bilan de 5-10. Mais avant de continuer, laissez-moi vous expliquer le déroulement de ces deux ligues, car je m'en doute bien que la plupart des gens qui écoutent cette vidéo, vous n'avez jamais vu de match de ces deux sports. En NFL, la ligue est divisée en 2 conférences AFC et NFC avec chacun 4 poules. Pour se qualifier aux playoffs, il faut finir premier de sa poule pour avoir le 3e bilan de la conférence sans compter les premiers bien évidemment. Et pour la MLB, c'est le même fonctionnement mais il y a seulement 2 poules par conférence. Et parenthèse, je parle du système de l'époque où beau jouer car oui, maintenant le système est complètement différent. Il y a un fait plutôt cocasse qui s'est passé lors du Monday Night contre les Seahawks de Seattle. Leur linebacker Brian Boss qui l'insulte publiquement avant le match en disant qu'il va l'exploser. Donc laissez-moi vous dire qu'il se passe tout l'inverse. Il est entré dans lui comme s'il n'y avait rien. Ils en feront même une pub 30 ans plus tard en 2017 pour Kia. Thanks for not running me over. You mean again? Just take it to the house. Lors de cette même partie, il va courir pour 221 verges, ce qui est un record de l'époque pour un Monday Night. Au baseball, ils finissent 3e de leur conférence, loin devant la première place, et au football aussi, il finit 3e avec un bilan de 7-9. Il fera un peu plus de verges que l'année passée avec 580 verges. En février de l'année suivante, le jeu d'arcade Ball Tecmo sort, c'est un peu le Madden de l'époque. Beau est tellement fort sur le jeu qu'aucun défenseur est capable de le stopper. Il y a même un mouvement dans la communauté qui est de le prendre, d'aller à l'opposé du jeu jusqu'à la fin du terrain et d'ensuite de remonter tout le terrain pour marquer un touchdown. We all know how much Cleveland loves Tecmo Bowl, so let's start playing. I'm the Raiders, I'm Bo Jackson, and hopefully he'll show up. That's no fair. Bo Jackson's too fast. Guys, do we want Cleveland back or don't? Here we go. Bye-bye. See, Peter, he's too fast. You gotta tackle me. It's B. You gotta press B. I'm pressing B. He's too fast. Going over here? Going over here now? Never get tired. Change your guy, Quagmire. Change your guy. I'm trying. Peter's cheating. You're cheating, Peter. I'm not cheating. I'm following the rules. I'm just really good. You're not really good. You just got Bo Jackson.
Bo Jackson also played professional baseball. Shut up, Joe. Everybody knows that. Et cette année, en 1989, c'est tout le contraire. Déjà en MLB, il devient le 10e au nombre du plus de traits de bâton pour un droitier depuis 1893. Et pour de vrai, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais ça a vraiment la stylé. Il est invité au match des étoiles de la Ligue et est même élu MVP du match. Mais ils feront toujours pas les playoffs et finiront encore une fois deuxième. Au football, Jackson, il explose tout. Il court pour 950 verges et ça le place à la deuxième position des running backs avec le plus de verges lors de cette saison, en faisant seulement la moitié, je le rappelle. Mais malgré tous ses efforts, il ne parvient pas à emmener son équipe au playoff et finit 3e de la AFC East avec un bilan de 8-8. Sa popularité a tellement explosé que Nike a décidé de sortir une série de publicités au nom de Bo Knows, Bo sait en français, pour mettre en avant l'Air Trainer 1. Le spot le met en scène, lui faisant différents sports comme du tennis, du basket, du hockey et de la course. Il y a même une apparition du GOAT Michael Jordan et de plein d'autres stars de chaque sport respectif. Laissez-moi vous dire que le spot est devenu vite légendaire et qu'ils en ont fait plein d'autres par la suite. C'est lors de cette même année qu'il fait l'une des actions les plus emblématiques de sa carrière et du baseball en général, une course contre le mur qui empêche la balle de sortir hors du terrain. Mais cette saison fut sa dernière pour les Royals et de football à vie car il se blesse en playoff face aux Broncos à cause de Kevin Walker qui rate complètement son plaqué et qui lui fait une luxation de la hanche. Le pire dans tout ça, c'est que c'était sa première réelle bonne saison collective avec les Riders où ils ont fini premier de leur conférence avec un bilan de 14-4 et donc sa première et dernière fois en playoff. Et sera aussi au Pro Bowl, un match qui regroupe les meilleurs joueurs de chaque conférence AFC et NFC, mais malheureusement c'est impossible pour lui de reprendre une carrière dans le foot. En plus de ça, les Royals décident de le licencier car ils ne veulent pas payer son salaire et son rétablissement. Il rebondit avec les White Sox, vous vous souvenez de l'équipe quand il avait fait ses débuts en 86. Bien évidemment en 91 il ne jouera pas toute la saison, mais un jeu vidéo sort en son honneur sur Game Boy. Le gameplay est assez classique, c'est un jeu de baseball et de football comme ils s'en faisaient plein d'autres à l'époque. Et dans la même année, un autre jeu entièrement dédié au baseball sort, qui est comme l'autre un simple jeu de baseball. Sportivement, il jouera seulement 23 matchs, mais l'année suivante, il fait une opération de remplacement de la hanche qui l'écarte des terrains pendant toute la saison. Il revient en force en 93, où il fera 85 matchs et ira même au World Series, mais se fera éliminer contre les Blue Jays, la meilleure équipe de la ligue, car bien évidemment, c'est la seule équipe canadienne. Pendant cette saison, il avait promis à sa mère de faire un home run pour elle, mais malheureusement, elle décédera quelques temps avant ce fameux match. Il fera ce fameux home run et décidera de prendre la balle et de la mettre sur le chevet de sa mère. Suite à ça, il signa chez les Los Angeles de Californie le temps de faire 75 matchs et de prendre sa retraite prématurément à cause de la grève des joueurs qui s'est passée lors de cette année. C'est tout un pays qui dit adieu à l'un des plus grands athlètes et phénomènes qu'elle ait connu. Après sa retraite, il essaiera une carrière dans le grand et petit écran, mais sans réel succès. En 95, il décrochera son baccalauréat en sciences du développement de l'enfant, à Auburn bien évidemment. En 2016, il est intronisé au sanctuaire éternel du baseball relique et son numéro 34 est retiré des Riders de Las Vegas. L'équipe a beaucoup déménagé entre-temps. Et le 13 mars dernier, c'est au tour des Royals de l'introniser dans leur temple de la renommée. Et petit fun fact, son petit-neveu joue aujourd'hui en NFL comme receveur au Bengals de Cincinnati et a fait ses années universitaires à Auburn. Pour conclure, Bo Jackson est un exemple pour toute personne qui a un rêve. Il sort d'un milieu difficile, va dans une grande université, prouve au monde entier qu'il peut être professionnel dans 2 sports différents, alors que tout le monde lui disait que c'était impossible et que des gens essaient de lui mettre des bâtons dans les roues. Pour tout ça, merci Monsieur Vincent Edward Jackson.